Débat fictif entre le psychiatre Pierre Mailloux et également le philosophe jovialiste André Moreau, donc généré par l'intelligence artificielle de ChatGPT 4. En fait, le Doc Mayhew, au moment où il fait cet enregistrement lors de l'année 2025, est décédé. Par contre, j'aurais aimé pouvoir entendre un débat entre André Moreau, philosophe québécois, et le Doc Mayou, qui vient aussi du Québec. Donc, j'aurais aimé entendre les deux débattre de différents sujets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit du fait que le Doc Mayou est décédé, grâce à la technologie et l'intelligence artificielle, c'est possible d'avoir un aperçu de quoi pourrait ressembler une discussion animée entre ces deux individus qui ont une vision de la vie et du monde qui leur est propre. Donc, je vais commencer la discussion en utilisant l'intelligence artificielle dans les prochains instants. Donc, pour stimuler la discussion, ben, je vais proposer un sujet que l'intelligence artificielle va aborder entre ces deux individus. Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre le philosophe jovialiste André Moreau et également le psychiatre Pierre Mailloux portant sur la psychiatrie? Voici un dialogue fictif inspiré des écrits d'André Moreau et des prises de position connues de Pierre Mailloux autour de la psychiatrie. Le ton est volontairement contrasté, opposant l'esprit festif et radicalement non clinique du jovialisme à l'approche provocatrice et psychiatrique du docteur Mailloux. Monsieur Moreau, vous prétendez qu'il ne faut pas soigner la folie, mais la célébrer. Avouez que vous êtes en train de désarmer les esprits fragiles. Non, docteur, je ne désarme personne. Je dis simplement que votre psychiatrie est malade d'elle-même. Elle cherche la bête noire chez les gens au lieu de les tourner vers l'infini. C'est vous qui infantilisez les fous en les empêchant de devenir Dieu. Et vous refusez de diagnostiquer. Vous niez la souffrance mentale. Vous offrez des slogans à ceux qui crient en silence. Pas du tout. Je refuse seulement que cette souffrance soit transformée en casier psychiatrique. Le monde est fou, pas l'individu. Celui qui se croit déphasé est peut-être simplement trop vaste pour vos structures. La psychiatrie ne favorise pas le génie, elle se contente de contenir la folie. Mais vous faites de la psychose un privilège. Je fais de l'originalité un art, et je combats votre réduction de l'homme à une norme. Ce que vous appelez névrose ou psychose, moi j'y vois des sources de créativité. Mais vos électrochocs, vos pilules, vos neuroleptiques n'ont jamais produit de beauté. Ce discours est irresponsable. Certains sont dangereux pour eux-mêmes, pour la société. Non, ce sont vos institutions qui sont dangereuses. Ce sont elles qui transforment les gens en patients éternels. L'homme qui devient son propre thérapeute n'a plus besoin de vos diagnostics. La santé est une conviction, écrivais-je. La maladie, c'est l'échec de l'être. Alors, vous êtes contre toute médecine? Je suis pour l'intelligence, pour la conscience, pas pour les traitements qui broient l'âme. Le jovialisme n'a pas besoin de votre clinique. Il installe la fête à la place de l'angoisse, le rire à la place du symptôme, l'être à la place du rôle. Ce dialogue fictif met en relief une opposition frontale entre deux visions irréconciliables, celle du psychiatre confronté à la pathologie clinique et celle de Moreau qui nie jusqu'à la légitimité de cette clinique comme instance de vérité. Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre ces deux individus par rapport à la sexualité? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Pierre Mailloux sur le thème de la sexualité, où se confrontent deux visions radicalement opposées, celle de la liberté jubilatoire du corps chez Moreau et celle plus clinique, parfois provocatrice, mais profondément normative de Mailloux. La sexualité, quand elle est mal encadrée, devient un facteur de désorganisation psychique.
Une sexualité débridée sans repère, c'est de la pathologie en devenir. Mais c'est votre encadrement qui crée la névrose. Vous réduisez la sexualité à un symptôme, alors qu'elle est au contraire une force cosmique, une célébration de l'être. L'érotisme, c'est le haut lieu de ma pensée. Vous sexualisez tout, vous justifiez toutes les pulsions. C'est irresponsable. Certains fantasmes doivent être contrôlés. Il y a des limites. Qui décide de ces limites? Votre psychiatrie moraliste. Moi je dis, la jouissance est divine quand elle ne ment pas. La sexualité n'est pas un problème à résoudre, c'est une énergie à sublimer dans l'intensité de la présence. Et quand cette intensité devient obsessionnelle, quand elle détruit le couple, la famille, l'individu. Moreau, ce n'est pas l'intensité qui détruit, c'est la répression. Ce que vous appelez déviance, moi je l'appelle liberté du désir. Le christianisme a fait de la chair une ennemie, et moi je dis que la volupté est une forme de l'éveil. Et les enfants dans tout ça, et la société, on ne peut pas construire un monde avec des orgies philosophiques. Ce n'est pas une orgie, c'est une conscience élargie. Une sexualité vécue en pleine lumière n'a rien de destructeur. C'est la honte qui détruit. Le péché n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ignorance du corps vibrant. La sexualité est un acte philosophique chez moi. Vous transformez le sexe en métaphysique. C'est séduisant, mais dangereux. Non, c'est salvateur. L'éveil ne se fait pas contre la chair. Il passe par elle. Voilà ce que votre psychiatrie oublie. Ce dialogue illustre à la fois la radicalité de la libération sexuelle chez Moreau et la méfiance structurelle de Mayou, qui la conçoit comme force à canaliser plutôt qu'à célébrer. Pour Moreau, le plaisir est sacré. Pour Mayou, il est suspect s'il échappe à un cadre. Pouvez-vous maintenant générer un autre dialogue entre ces individus par rapport au thème du génie? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Pierre Mayou autour du thème du génie, une notion centrale chez Moreau qui est en fait le cœur de sa philosophie de l'être, alors que Mayou pourrait l'aborder dans une perspective biologique, sociale ou même psychiatrique. Le génie, à mon sens, est rare. C'est un mélange de dons innés, de discipline, parfois de traits autistiques. Le génie est souvent inadapté socialement. C'est bien là votre erreur. Et vous pensez le génie en termes de statistiques ou de pathologie. Moi je dis que tout être est un génie qui s'ignore. Le génie est ce qui reste quand on a tout oublié, sauf l'être. Vous démocratisez le génie au point de le dissoudre. S'il est en tout le monde, alors il ne veut plus rien dire. Il veut dire exactement ce qu'il doit dire. Intensité, liberté, flambée de présence. Le génie n'est pas une production, c'est une manière d'être. Être génial, c'est être soi sans effort dans la clarté vibrante de son évidence. Ce genre de discours peut conduire des gens fragiles à se prendre pour des messies, à s'autoproclamer surhumains. Et alors, je préfère sans délire divin qu'une seule soumission au banal. Le monde manque de fous lumineux, pas de cas stabilisés, je l'ai dit. Celui qui ne s'élève pas jusqu'au délire de l'éveil reste esclave du raisonnable. Le délire peut aussi être le signe d'un trouble sévère, pas d'un éveil. Il faut distinguer l'inspiration du dérèglement. Et moi je dis que cette frontière est un mirage inventé par vos diagnostics. Le génie réel vit à travers le dérèglement et parfois grâce à lui. La norme est une migénémidgie. Et que faites-vous des responsabilités sociales? Du reste, le génie ne fait pas. Il est. Il rend le réel inutile parce qu'il le transcende. Il vit dans l'impossible. Il rayonne. Voilà sa seule fonction. Dans ce dialogue, Moreau réhabilite une conception du génie comme état d'être, libéré des critères sociaux, académiques ou même psychologiques. Mayou, fidèle à son approche provocatrice mais réaliste, incarne une mise en garde. Le génie n'est pas la norme, et ceux qui s'en réclament sans limite risquent l'effondrement. Pouvez-vous générer maintenant un débat sur la notion d'inconscient par rapport à ces deux individus? Très bien. Voici un débat fictif entre André Moreau et Pierre Mayou sur la notion d'inconscient, où se confrontent deux conceptions, l'une psychanalytique ou neurologique,
l'autre vibratoire et métaphysique. Il a l'inconscient, ce n'est pas un mythe philosophique. C'est un fait clinique. Des pulsions, des refoulements, des patterns de comportement inconscients influencent les actes de manière constante. Freud, Jung, Lacan, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Freud a réduit l'homme à ses complexes. Moi je dis l'inconscient n'est pas un sous-sol de l'âme. C'est l'être non encore éveillé. Ce n'est pas un réservoir de pulsions, mais un champ de présence ignoré. L'inconscient n'est que la part de nous-mêmes que nous avons refusé d'aimer. Et pourtant, il agit. Il parle dans les rêves, dans les lapsus, dans les symptômes. Il structure même certaines pathologies. Parce que vous écoutez les symptômes au lieu d'écouter l'être. L'homme n'est pas structuré par son inconscient, mais par l'oubli de son être. Le jovialisme ne parle pas d'un inconscient, mais d'une surconscience oubliée. Ça sonne bien, mais vous niez des décennies d'observation clinique. Même un homme éveillé reste traversé par des pulsions dont il n'a pas le contrôle. Non, celui qui est vraiment éveillé n'a plus de pulsions, il a de la vibration. Il ne subit plus ces zones d'ombre. Il les rayonne, il les transmute. L'inconscient n'est dangereux que chez celui qui refuse la lumière. Donc, pour vous, plus besoin de thérapie, plus besoin d'interpréter. L'homme se sauve par un cri de lumière. Moreau, l'homme se sauve en s'installant dans sa clarté. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que des yeux fermés. Toute cette industrie du refoulement et de l'analyse est une mécanique de la peur. Ce que vous appelez inconscient, je l'appelle présence inaccomplie. Et vous appelez ça de la lucidité. J'appelle ça de la souveraineté. Dans ce dialogue, Mayou défend l'inconscient comme fait empirique et psychique réel, parfois pathologique, parfois productif. Moreau, lui, renverse complètement la notion. Ce qu'on appelle inconscient n'est pour lui qu'un voile sur la puissance oubliée de l'être. Pas de refoulement à interpréter, seulement une conscience à raviver. Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre ces deux individus par rapport à la notion de travail? Avec plaisir. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Pierre Mayou sur la notion de travail, un thème où la position jovialiste, radicalement anti-utilitaire, entre frontalement en collision avec la vision sociale et psychologique défendue par Mayou. Et travail. Le travail, c'est ce qui structure la vie. Il donne un cadre, un but, une identité. Sans travail, les gens s'effondrent. Ils deviennent anxieux, dépressifs, voire violents. Non. Sans travail, ils respirent enfin. Le travail tel que vous le décrivez est une machine à tuer l'être. Je l'ai dit clairement, l'effort est le signe de l'erreur. Ce n'est pas l'inactivité qui rend malade, c'est l'absurdité du labeur sans vibration. Mais voyons Moreau, vous êtes en train de faire l'apologie de la paresse. Je fais l'apologie de la facilité consciente. Le travail forcé, répétitif, alimentaire, une forme moderne d'esclavage. L'homme ne naît pas pour pointer à l'usine ou courir après des deadlines. Il naît pour jouir de l'être, créer, rire, s'ouvrir. Alors quoi? On ferme les écoles, les hôpitaux. On vit d'air pur et de mots vibratoires. Non, on transfigure l'action. Travailler ne veut rien dire s'il n'y a pas joie. Un acte accompli sans jouissance est une insulte à l'intelligence. Je veux vivre dans un monde où il n'y a plus de travail, seulement des œuvres. C'est bien joli, mais la réalité est autrement plus dure. Les gens n'ont pas tous le luxe de vivre dans l'extase. C'est justement ça votre problème. Vous croyez que la joie est un luxe. Moi, je dis qu'elle est la norme. Ce qui est anormal, c'est de se lever chaque matin pour une tâche qui détruit l'âme. Le jovialiste se lève pour exulter, pas pour produire. Et ceux qui n'ont pas cette exultation, qui doivent nourrir leurs enfants, qui ne peuvent pas fuir le monde matériel, ils doivent se souvenir que rien ne mérite qu'on trahisse son être. Le Meisungsstahel n'est qu'un décor, c'est leur état intérieur qui compte. Le travail devient acceptable s'il rayonne, pas s'il opprime. Dans ce débat, Mayou insiste sur le travail comme structure de survie, d'équilibre psychologique et d'utilité sociale. Moreau, lui, l'abolit comme concept pour n'en conserver que la création vivante. Pour lui, le travail n'est admissible que s'il se confond avec l'extase d'exister.
Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre ces deux individus par rapport à leur vision de l'argent? Très bien. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Pierre Mayou sur la notion d'argent, où s'affrontent encore une fois deux conceptions du réel, l'une matérialiste et ancrée dans la gestion des ressources humaines, Mayou, et l'autre jubilatoire, quasi métaphysique, Moreau, qui subvertit la fonction économique de l'argent. L'argent, qu'on le veuille ou non, est un outil de pouvoir, de liberté, de survie. Vous pouvez rêver tant que vous voulez. Sans argent, vous ne mangez pas, vous ne vivez pas, vous ne rayonnez pas. Faux. Je rayonne malgré l'argent, pas grâce à lui. L'argent est une invention de l'homme anxieux, qui a remplacé la magie de l'échange par la peur du manque. Je l'ai dit souvent, l'homme libre n'a pas besoin de revenus, il est la richesse. Et pourtant, vous publiez des livres, vous donnez des conférences, vous avez des projets, tout ça demande des fonds. Comment pouvez-vous dire que l'argent ne compte pas? Parce qu'il n'est qu'un prétexte. Je me sers de l'argent comme d'un fantôme logistique, mais je ne l'honore pas. L'argent n'est qu'un jeu de signes. Il ne vaut que ce qu'il fait circuler, et ce qu'il fait circuler, c'est l'être ou le vide. Ce genre de discours est dangereux. Allez dire ça à un père de famille en difficulté ou à une mère monoparentale. Justement, c'est parce que on croit à la toute-puissance de l'argent qu'on tombe dans la servitude. Je ne dis pas de nier les besoins, je dis de ne pas les absolutiser. Le vrai luxe, c'est d'avoir conscience de son énergie. Le reste vient ou ne vient pas. Vous idéalisez la précarité. C'est irresponsable. La misère matérielle détruit les gens. Ce n'est pas la misère qui détruit, c'est la peur de manquer. Un être éveillé dort dans la rue avec la même paix qu'un banquier dans sa tour. L'argent n'est qu'un mirage collectif qu'on fait exister par l'oubli de notre souveraineté. Et vous croyez qu'on peut bâtir une civilisation sur cette base? Non, pas une civilisation. Une fête, une danse, un moment d'éternité. L'argent y circulerait comme une musique secondaire, pas comme une loi. Dans ce dialogue, Mayou défend l'argent comme garant concret de la dignité humaine dans un monde matériel. Moreau, lui, le subvertit. Il ne nie pas son existence, mais en refuse la souveraineté. Il ne veut pas vivre pour l'argent, mais au-delà de lui. Pouvez-vous générer maintenant un dialogue fictif entre André Moreau et le docteur Pierre Mayou par rapport à leur conception du bonheur? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le docteur Pierre Mayou sur leur conception du bonheur. Chaque intervention est rigoureusement inspirée des écrits de Moreau, et les propos du docteur Mayou sont imaginés à partir de sa posture publique bien connue, dans un esprit contrastif. Pierre, ce que vous appelez le bonheur est une chimère conditionnée. Il dit qu'il faut être bien ajusté à la société, à la famille, au travail. Mais cette conformité tue la joie. Moi, j'ai décidé la joie. Le bonheur, je l'ai reçu comme un choc. Il m'est rentré dedans comme un train. Et depuis, je vis à partir de cet état d'enchantement inaliénable. André, votre discours est exalté. Je ne dis pas qu'il faut se conformer aveuglément, mais la structure, la discipline, le contact avec le réel, voilà les bases d'une existence qui rend possible un sentiment de bonheur durable. On ne peut pas s'imaginer Dieu et dire que ça suffit. C'est là votre problème, Pierre. Vous cherchez la structure là où il faut la dissolution. Le bonheur n'est pas une conséquence, c'est une décision. Il repose sur l'idée que je fais exister le divin par le seul acte d'être. Je n'attends plus de secours du ciel. Je suis un centre, je comprends, je ne suis plus un enfant. Et le monde? Les autres, vous n'en tenez pas compte? Je suis le monde. Je me comporte comme si j'étais un monde. Le bonheur est l'acte suprême de l'être qui s'éprouve dans sa propre vastitude. L'amour, la fête, la magie, ce sont des composantes essentielles du bonheur jovialiste. Il ne s'agit pas d'atteindre un état, mais de vivre la densité du bonheur, de l'excès, du délire créateur. Mais vous niez l'importance du cadre, de la souffrance même dans le façonnement de l'homme. Faux. J'intègre la souffrance, mais je me trouve indigne du malheur.
toute pensée qui n'est pas joie est contrefaite. Le jovialisme enseigne à dire non à la grisaille, à l'asservissement, à l'attente. Le bonheur est un principe d'affirmation de soi dans l'instant et il s'installe comme un état océanique, un paradis intronisé au cœur même de l'être. Je vous accorde ceci. Votre discours est séduisant, mais il est inaccessible à la majorité. Et vous êtes l'exception. Et amoureux. Non, Pierre, vous faites erreur. Ce que je vis, tous peuvent le vivre. Il suffit de vouloir l'impossible. Nous remettons sans cesse à plus tard le privilège d'être heureux. Mais le temps du bonheur, c'est maintenant. Le bonheur est gratuit, il ne dépend d'aucune justification. Il est la norme réelle d'un homme vivant. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue entre ces deux individus par rapport à l'investissement boursier? Excellente idée. Ce contraste entre l'approche incisive et clinique du Dr Mayou et la vision radicalement vibratoire d'André Moreau promet d'être percutant. Voulez-vous que le dialogue s'appuie exclusivement sur les propos de Moreau relatifs à la richesse, la valeur ou l'abondance, ou préférez-vous une interprétation plus libre de son style et de sa logique, même si cela sort de ses sujets explicites? Pouvez-vous présenter une interprétation plus libre de la vision de Moreau? Parfait. Voici donc un dialogue fictif, mais crédible dans la tonalité et l'esprit, entre André Moreau et le Dr Pierre Mayou, portant sur l'investissement boursier avec une interprétation libre, mais toujours fidèle à la logique vibratoire et provocatrice de Moreau. André, soyons sérieux 2 minutes. Vous parlez d'extase, d'absolu, mais dites-moi franchement, investissez-vous en bourse? Ah, la bourse, ce théâtre de la peur collective, cette roulette mondialisée où l'homme moyen croit pouvoir contrôler l'incontrôlable. Non, Pierre, je ne joue pas à ces jeux-là. Je suis déjà capitalisé par l'absolu. Mais enfin, ça ne nourrit pas un compte bancaire, ça. Vous pensez que l'abondance se manifeste toute seule? Il est Moreau. Elle ne se manifeste pas, je la manifeste. J'ai compris une chose essentielle. L'économie extérieure n'est qu'un reflet mal foutu de la richesse intérieure. Si tu vibres comme un dieu, tu vis comme un dieu. Si tu paniques comme un investisseur, tu perds. Bon alors, comment faites-vous pour vivre? Et vous ne pouvez quand même pas tout acheter avec de la pensée magique. Tu vois, c'est ça le problème. Vous appelez ça pensée magique. Moi, j'appelle ça réalité du rêve. Je n'investis pas dans des actions. J'investis dans mes affirmations et elles me rendent au centuple. Les gens se ruinent parce qu'ils veulent garantir le futur au lieu d'habiter l'éclat du présent. L'action qui compte, Pierre, c'est celle que tu poses ici et maintenant, pas celle que tu cotes au Nasdaq. Mais vous vous dérobez. Ce que vous proposez, c'est une forme d'évasion, pas une stratégie. Erreur. Ma stratégie, c'est de m'affranchir de toute stratégie. L'homme qui pense trop à son portefeuille oublie son être. Moi, je veux que chaque dollar que je touche vibre comme un cri de joie. Sinon, je le refuse. Tu veux investir? Très bien, investis dans ta souveraineté. Le reste suivra. Alors, on se coupe du monde réel. Non. On transforme le monde réel en scène de théâtre. Et on y joue le rôle principal. Pas celui du comptable angoissé, celui du Dieu qui rit. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue entre ces deux personnes par rapport à leur conception de la conscience? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le Dr Pierre Mayou autour de leur conception de la conscience. Les propos d'André Moreau sont rigoureusement inspirés de ses textes, parfois reformulés pour le style dialogué. Ceux du Dr Mayou sont une extrapolation critique, dans son ton habituel. Alors André, pour vous, la conscience, c'est quoi au juste? Une vague illumination? Une fuite du réel? Pas du tout. La conscience, c'est une transparence dirigée. Elle n'a de sens que par l'être qu'elle vise. Mais sans elle, l'être ne s'apparaîtrait même pas à lui-même. Bon. Et l'inconscient, vous niez son existence aussi? Vous réalisez que Freud a quand même changé notre compréhension de l'humain. L'inconscient est une démission de la conscience. Il n'existe pas, c'est un alibi, un seuil que la conscience ne franchit jamais,
fait de nos absences, de notre incapacité à admettre l'évidence. Vous niez l'inconscient, donc vous niez la psychologie moderne. Yis suis das dans l'irrationnel. Je nie surtout la bêtise de ceux qui veulent tout expliquer par des mécanismes obscurs. La conscience est éveil, c'est non une fonction biologique frank. C'est une puissance de révélation. Elle actualise l'éclair étrique. Elle est ce qui polarise l'énergie pour la faire exister en clarté. Et que dites-vous à ceux qui vous reprochent de vous éloigner de la science, de nier les faits cliniques? Je dis que la science est une école de l'ombre. Elle a donné un statut à l'ombre au lieu d'exalter la lumière. Elle a oublié que la conscience, même entamée, même dégradée, ne peut être remplacée par un automatisme. Mais il faut pourtant se confronter au réel. Vous parlez comme si tout était mental, vibratoire, symbolique. André Moreau, le réel n'est qu'un prétexte pour réveiller l'être. La conscience signale une présence, mais elle n'est qu'un outil. Ce n'est pas le sommet du développement humain. Elle n'existe que parce que la réconciliation avec soi n'est pas achevée. Et pourtant, vous semblez accorder beaucoup de valeur à cette conscience, si elle peut réconcilier l'être. Oui, parce que l'éveil est une mutation. Il ne s'agit pas de prendre conscience pour s'adapter à la société, mais pour se créer soi-même. La conscience est là pour déchirer les voiles. Elle est lumière, clarté, souveraineté. L'homme n'est rien tant qu'il n'est pas conscient de lui-même. Pouvez-vous maintenant développer un dialogue fictif par rapport à ces deux individus en lien avec leur vision de la matière? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le Dr Pierre Mayou, portant sur leur conception respective de la matière. Le propos de Moreau est rigoureusement inspiré de ses textes, avec reformulation pour fluidité. Celui de Mayou est reconstitué dans l'esprit critique qu'on lui connaît, pour créer un contraste vivant. André, encore une fois, vous niez l'existence de la matière. Mais si elle n'existe pas, que faisons-nous ici? Nous sommes faits de chair, d'organes, de molécules. Justement, Pierre, ce que vous appelez matière n'est qu'une organisation de perception. Elle n'est que la supposition incertaine d'un inconnaissable. Un concept abstrait destiné à masquer notre incapacité à percevoir l'énergie dans sa transparence. Ça ressemble à de la fuite. Vous refusez les limites physiques pour vous inventer un monde sans contrainte. Mais la biologie, la physique, tout le démontre. La matière est réelle. Non. Ce que vous appelez matière est un écran. Ce n'est qu'un montage psychique projeté par notre impuissance. La matière n'existe que parce que nous croyons qu'elle existe. Elle est le reflet de nos limites, non un fondement de la réalité. Et pourtant, la douleur est réelle. La maladie aussi. Vous ne pouvez pas nier qu'un cancer ou une jambe cassée, ça existe. Je ne nie pas la souffrance, Pierre. Je dis seulement qu'elle n'est pas produite par la matière, mais par la croyance en la matière. Lienge d'énergie, de symboles, de vibrations. Et dès que vous commencez à penser immatériellement, vous changez de monde. Mais alors, il n'y aurait plus de science, plus de médecine, on tombe dans la superstition. Non, non, on entre dans la clarté. La vraie science serait celle qui reconnaît que l'univers n'a pas de structure matérielle fixe, mais qu'il est ce qui surgit à chaque instant, une danse de phénomènes interprétés par l'énergie maîtresse. Et le corps, vous le niez aussi, je le célèbre, mais non comme masse, comme poids, comme inertie. Je célèbre sa densité lumineuse, sa puissance vibratoire. Mon corps est comme un coussin d'énergie. La matière est superfétoire. Ce qui importe, c'est l'expérience de transparence, la légèreté, l'accès à une plénitude sans poids. Et l'histoire. Les guerres, les morts, c'est pas réel. C'est une illusion tragique qu'on entretient à force d'y croire. On meurt de ses pensées, Pierre. Pas de la matière. L'illusion, c'est de croire que le réel est dur, froid et extérieur. Le vrai monde est un monde de signes et de présence. Et cette présence est pure liberté. Pouvez-vous maintenant comparer leur vision par rapport à la femme? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le Dr Pierre Mayou
sur leur vision respective de la femme. Les propos de Moreau sont rigoureusement fondés sur ces écrits avec quelques reformulations pour fluidité. Ceux du Dr Mayou sont extrapolés dans son style direct et souvent provocateur pour générer un contraste. André, vous parlez souvent de la femme comme d'un absolu, mais en même temps, vous la désacralisez totalement. Vous approuvez la polysexualité, la dissolution du couple et même des comportements qu'on pourrait qualifier de transgressifs. Parce que la femme, Pierre, n'est pas un sanctuaire qu'on doit isoler, mais une source d'énergie cosmique. Elle est un pôle de force, une complice dans la quête de l'absolu. Pas une propriété, pas une servante de la morale chrétienne. Je célèbre son corps, sa puissance, sa beauté, sa liberté érotique. Vous rendez tout acceptable au nom d'énergie. N'est-ce pas dangereux? Dangereux pour qui? Pour une société hypocrite fondée sur la répression. Oui, je dérange. Et je continuerai. La sexualité est une onde. La femme est l'instrument divin de cette onde. Vouloir la contrôler, c'est mutiler le vivant. Et l'amour. Vous parlez beaucoup de sexe, mais où est l'amour là-dedans? L'amour vrai commence quand il n'est plus besoin. Ce n'est pas une dépendance, c'est une reconnaissance. La femme ne doit pas être aimée pour combler un vide, mais célébrée parce qu'elle vibre à notre fréquence. Le mariage exclusif, une absurdité. L'amour polyphonique est l'avenir. Et le féminisme. Vous n'en parlez qu'en l'associant à la culpabilité sexuelle. Le féminisme a eu raison de dénoncer les abus. Mais il a parfois oublié la fête. Le corps de la femme n'a pas besoin d'être protégé. Il doit être exalté. Trop de femmes sont devenues sérieuses. Or, la puissance de la femme, c'est aussi son espièglerie, sa magie, sa capacité de se transformer à chaque instant. On dirait que vous voulez une société sans règles, sans jalousie, sans exclusivité. Exactement. Une société de reconnaissance vibratoire, où l'on ne possède pas l'autre, mais où on le célèbre, où la femme n'est pas réduite à son utérus ou à son rôle conjugal, mais élevée comme muse, partenaire, miroir de l'être. Pouvez-vous générer à présent un dialogue fictif entre André Moreau et le Doc Mayou par rapport à leur vision de la liberté? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le Dr Pierre Mayou sur leur vision de la liberté. Les propos de Moreau sont fidèles à ses textes, cités explicitement. Le personnage du Dr Mayou adopte un ton critique et concret, incarnant la logique psychologique et sociale. André, je vous écoute parler de liberté, mais tout ça me semble bien abstrait. La vraie liberté, c'est la capacité d'assumer ses responsabilités, pas de se dérober sous prétexte d'énergie cosmique. La vraie liberté, Pierre, ce n'est pas d'assumer un poids qu'on n'a pas choisi. C'est de ne rien s'imposer. Être libre, c'est se laisser être, sans contrôle, sans devoir, sans justification. La liberté n'est pas un fardeau, c'est une évidence vibratoire. Alors quoi? Vous niez la réalité des contraintes sociales, familiales, biologiques. Il faut quand même vivre dans le monde. Justement, on n'est libre que quand on cesse de vivre dans le monde, au sens où vous l'entendez. Le monde est un miroir de nos peurs. Ce que vous appelez contraintes sont des reflets de votre impuissance à rêver. Le jovialiste, lui, exige tout du destin, et s'il obtient plus, il demande davantage encore. Mais on ne peut pas enseigner ça à un jeune qui lutte contre la pauvreté ou à quelqu'un qui est dans une relation toxique. Vous oubliez les déterminismes. Non, je les intègre. Je dis que l'homme est plus puissant que ses circonstances. Même l'accident qui lui arrive en son absence a été attiré par sa propre structure intérieure. La victime n'est jamais innocente. Elle guide la main du bourreau. Le jovialiste ne subit pas, il provoque la vie. C'est un discours risqué. Ça culpabilise les gens. Non, ça les responsabilise au-delà du social. Être libre, ce n'est pas suivre une ligne morale. C'est refuser de se sacrifier, de lutter, de se battre, même pour la liberté. Car tant qu'on se bat, on est encore esclave de la cause qu'on défend. Donc, on se contente de rêver? On lâche tout? Non. On s'immisce dans la faille du réel. On vit comme les dieux, sans devoir, sans culpabilité, sans lendemain. La liberté n'est pas un programme politique. C'est une lumière qui irradie tout l'être
et l'affranchie des automatismes. Pouvez-vous générer un autre dialogue entre ces deux personnes et cette fois-ci par rapport au sujet de la réincarnation? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le docteur Pierre Mayou autour du thème de la réincarnation. Les propos de Moreau s'appuient explicitement sur ses écrits, où il aborde la question de manière nuancée, souvent provocante. Le docteur Mayou adopte son ton direct, sceptique, ancré dans le rationnel. André, croyez-vous à la réincarnation? Parce que personnellement, je vois là-dedans une forme d'évitement, une fuite dans l'imaginaire pour ne pas assumer la finitude. Ah, voilà une question que j'ai souvent refusé de prendre au sérieux. Je l'ai dit un jour devant des étudiants, la réincarnation n'est pas une idée avec laquelle je peux m'amuser. Et ce que je ne peux pas jouer, je ne l'intègre pas. Donc, vous n'y croyez pas? Pas vraiment. Ou disons que je n'en fais pas une doctrine. Je n'ai aucune évidence de vies antérieures. Ce qui m'a mise à l'être, ce n'est ni le hasard, ni le destin, mais l'avenir. Ce que je vais être m'a déjà activé. Et pourtant, vous parlez de la mort comme d'un passage, d'une ouverture vers une autre forme de vie. N'est-ce pas là une forme de réincarnation? Non, c'est plus subtil. Je ne crois pas à une reprise du même scénario dans un autre corps. Je crois à une mutation vibratoire. La mort est une continuation de la vie, une mise en activité. L'être se déploie. Il ne revient pas, il transfigure. Mais vous utilisez des termes proches du mythe. Vous parlez de carrière cosmique, de vie infinie. Ce ne sont pas des concepts cliniquement validés. Je ne cherche pas la validation de la clinique. Le jovialisme affirme que la conscience se métamorphose. Ce qui est important, c'est pas de savoir si l'on revient, mais de se constituer une identité permanente qui survive à la forme physique. En somme, pour vous, la réincarnation comme recyclage d'âme, c'est non. Mais la survie de quelque chose, oui. Oui, mais pas de l'âme au sens chrétien, ni d'un moi qui passerait d'une vie à l'autre, comme une valise. Ce qui survit, c'est l'être. Celui qui dit « je suis » d'une manière absolue, sans support, sans justification. C'est l'intensité de la présence qui reste, pas l'histoire personnelle. Pouvez-vous aborder, en lien avec les visions propres de ces deux individus, leur façon d'appréhender le concept de rivalité féminine? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le docteur Pierre Mayou, Doc Mayou, autour du concept de rivalité féminine. Les propos de Moreau s'appuient sur ses écrits et notamment sa conception non compétitive de la relation entre femmes dans une perspective érotique et énergétique. Le Dr Mayou incarne ici une posture clinique et critique des dynamiques psychologiques féminines. André, vous avez une vision très, disons, poétique de la femme. Mais dans le Headstay, la rivalité féminine est bien réelle. Les femmes se jalousent, se comparent, se déchirent. Ça fait partie du tissu social et affectif. Non, Pierre, ce que vous décrivez, c'est le produit d'une société malade, fondée sur la possession, le contrat, la peur. Là où l'amour circule librement, la rivalité disparaît. Si les femmes s'arrachent un homme, c'est parce qu'il n'a pas su les rassurer. Moi, je l'ai vécu. Si elles sentent qu'elles ne seront jamais exclues, elles cessent de se battre. Vous croyez que ça suffit, un peu de sécurité émotionnelle, pour empêcher la jalousie? Je vous rappelle que même dans les systèmes polyamoureux les mieux structurés, les tensions explosent. Parce que même là, on garde l'idée d'un territoire. Or, le véritable amant ne divise pas, il multiplie. J'ai connu des femmes très différentes qui se savaient toutes aimer d'une façon unique. Leur assurance venait de la plénitude qu'elles ressentaient, pas de leur position dans une hiérarchie imaginaire. C'est beau, mais un peu naïf. Les femmes entre elles peuvent être cruelles, surtout dans les sphères où l'apparence, le statut ou la sexualité sont en jeu. C'est humain, ce n'est pas l'humain, c'est l'inachevé. Une femme qui s'accepte, qui se connaît, ne jalouse pas. Elle inspire, elle rayonne, et elle célèbre l'autre femme comme une sœur de volupté. Dans mes relations, c'est ce que j'ai toujours cultivé. La certitude tranquille, l'abondance partagée, la puissance d'un homme qui n'appauvrit jamais ses amantes en les aimant toutes. Donc vous niez la rivalité féminine.
Elle serait purement culturelle. Je dis qu'elle est un symptôme, pas une fatalité. Ce n'est pas la femme qui est jalouse par nature, c'est la société qui l'a rendue ainsi. L'amour n'est pas une guerre, c'est une communion. Une femme qui se sent honorée ne veut rien arracher. Elle veut danser. Pouvez-vous comparer maintenant leur vision de la pauvreté? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et le docteur Pierre Mayou, Doc Mayou, autour de leur vision de la pauvreté. Les propos de Moreau s'appuient sur ses écrits, où il aborde cette question de manière provocante, parfois tranchée. Le docteur Mayou incarne ici une posture clinique et sociale, préoccupée par les réalités concrètes. André, vous dites que la pauvreté est une illusion mentale. Mais excusez-moi, la pauvreté est aussi un fait social. On parle ici de gens qui n'ont rien à manger. André Moreau, ce n'est pas la pauvreté matérielle que je dénonce, Pierre, mais ce vilain esprit qui nous fait continuer de craindre pour le peu qu'on a. La vraie misère, c'est la peur. Le réflexe de pauvre, c'est de se refermer, de se sentir petit, de se protéger au lieu de s'ouvrir. Mais vous généralisez. Ce n'est pas une simple question de mentalité. Il y a des gens qui vivent dans des conditions atroces, sans logement, sans soins. Et pourtant, ce n'est jamais l'état extérieur qui détermine la grandeur d'un être. La misère est une attitude. J'ai vu des gens pauvres rayonner d'une lumière que des riches n'auront jamais. Le jovialisme, c'est l'abolition de l'esprit de manque. Je ne lèverai jamais le petit doigt pour secourir quelqu'un si lui-même ne veut pas sortir de sa misère intérieure. Donc, vous refusez la charité. Vous rejetez l'aide sociale. C'est un discours extrêmement dur. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. Toute aide qui renforce la posture de victime est une trahison. Ce qui libère, ce n'est pas un chèque du gouvernement, c'est la capacité de bénir, de transformer son regard. Il faut casser l'habitude de la souffrance et fuir tout réflexe d'apitoiement. Mais c'est très élitiste. Tout le monde n'a pas votre niveau de conscience. Et pourquoi pas? Ce n'est pas une question de niveau, mais de choix. On peut être né dans la pauvreté et choisir l'abondance de l'être. Moi, je vis dans la plénitude parce que j'ai rejeté la résignation. La pauvreté n'est pas un destin, c'est une croyance. Mais il y a quand même des injustices. Vous semblez les balayer d'un revers de main. Je les dissous dans la fête. Je les transmute dans la joie. Ce que je propose, ce n'est pas un programme économique, c'est une révolution vibratoire. On ne sort pas de la pauvreté en la dénonçant, mais en la déclarant finie. À présent, c'est ce qui termine cette série de dialogues fictifs générés par l'intelligence artificielle de ChatGPT-4. Et vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web pour avoir accès à l'intelligence artificielle qui se rapporte au philosophe jovialiste André Moreau. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.